Bonjour à tous, bonjour Bernard. Bonjour. Notre nouvelle émission Santé Plus est consacrée à l'accessibilité des soins en Afrique. Avec nous, le docteur Arnold Zoulou. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour Bernard. Vous êtes directeur du centre hospitalier Nganda, qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et vous êtes donc directeur de cet hôpital. Il a une spécificité. Vous allez nous expliquer en quoi il est si spécifique, cet hôpital, ce centre hospitalier. Oui. D'abord, je tiens encore à vous remercier pour cette invitation. Merci à vous. C'est la première fois que je viens dans cette émission. Et c'est vrai que je suis le directeur général du centre hospitalier Nganda, qui est donc un hôpital qui est situé à Kinshasa. C'est un hôpital de 100 lits. Et nous avons une spécificité première, c'est vraiment le cancer. Et dans la radiothérapie, le traitement. C'est vraiment le point pour lequel on vient à notre hôpital. Et quels sont les cancers? Y a-t-il des cancers davantage prévalents en Afrique qu'en France, ou en Europe, ou est-ce que c'est la même chose? Alors, la question de la prévalence du cancer nous ramène à un concept qui est le registre du cancer. Ça veut dire que un peu un grand livre dans lequel sont colligés, sont recensés tous les cas de cancer en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Tout le monde a ça. Le problème, c'est qu'en Afrique, plusieurs pays en manquent, dont nous, la RDC. Alors, on essaye d'avoir quelques projections en fonction de quelques données qui sont reprises dans des pays. Si vous prenez, par exemple, l'observatoire, celui qu'on regarde comme référence, c'est le Globocan, donc l'observatoire global du cancer, qui est géré par l'OMS. Et quand vous regardez un peu ce qui ressort de là, c'est que vous avez plus ou moins 1 200 000 cas de cancer en 2020. C'est ce qu'ils disent. 1 200 000 cas en 2020. Mais ils disent aussi en même temps qu'en 2040, vous aurez le double des cas en Afrique. Ça, c'est pour l'Afrique. Ils disent aussi que pour nous, spécifiquement en RDC, on a 50 000 plus ou moins de cas. Alors, les cas qu'on voit le plus souvent, en fonction du sexe, pour la femme, vous avez le col, donc le sein, le col. Pour l'homme, le col de l'utérus. Vous avez chez l'homme la prostate, le colorectal, le poumon. Et vous avez aussi chez les enfants, en fonction, le rétinoblastome, etc. Mais comme je l'ai dit, comme on n'a pas des registres clairs et nets dans chacun des pays, ou en tout cas dans la plupart des pays d'Afrique, il est difficile de dire avec exactitude qu'est-ce que représente le cancer en Afrique. Voilà. Et dans votre hôpital, est-ce que les patients qui sont, donc, pour la plupart, vous disiez que c'était les pathologies les plus fréquemment soignées dans votre hôpital, ce sont les cancers. Est-ce que les patients ont tous accès à des soins, on va dire les meilleurs soins possibles, hein? Oui. En fait, dans notre hôpital, le centre hospitalier Nganda, que vous avez dit au début, c'est un hôpital qui a 30 ans. Il a été ouvert en 91. J'ai eu le privilège de reprendre la direction de l'hôpital depuis 2017. Et donc, on soigne d'abord toutes les pathologies, enfin, tous les départements, on va dire. Donc, la pédiatrie, la médecine interne, la gynéco, voilà. La chirurgie aussi. Mais spécifiquement, le cancer. Et pour le cancer, on reçoit énormément, puisque Bernard posait la question par rapport, est-ce que c'est réel, est-ce qu'on voit vraiment le cancer? Donc je ne peux pas dire pour le Congo ce que représente le cancer, mais je peux vous dire c'est qu'il en est au moins de ma prévalence. Et je peux vous dire qu'à 30%, les décès dans notre hôpital, c'est lié au cancer. Donc on le voit réellement. Et l'accès maintenant pour avoir les soins appropriés, ça c'est difficile parce qu'encore une fois, il n'y a pas une couverture sanitaire universelle au pays qui permet de prendre en charge les patients qui souffrent de cette pathologie. Donc cela dépend. Donc le recrutement du patient ne dépend que malheureusement, comme bien trop souvent, de la poche du patient lui-même. Et ça, c'est dramatique. On appelle ça le reste à charge. Voilà, c'est ça. Je vous laisse. Alors, votre hôpital est un hôpital public-privé, donc l'État participe également au financement. Alors, notre hôpital est d'abord privé. Ça veut dire que c'est un hôpital qui est privé depuis des années. Alors, quand on a justement, comme on lutte beaucoup sur la question du cancer, pour vous dire que notre hôpital et dont moi-même sommes membres de la Ligue nationale contre le cancer, il était donc très clair de trouver une réponse adéquate pour la population et non pour les nantis ou les privilégiés.
Et donc, à partir de là, nous avons fait une démarche qui est d'intégrer la politique nationale de cancer pour permettre à ce que l'État puisse subventionner. On espère qu'il puisse prendre en charge tout, mais la gratuité, vous le savez, ça n'existe pas. Au moins qu'il puisse subventionner ou diminuer la pression sur les ménages ou les patients. Alors, nous avons fait ce choix-là. Donc, nous sommes dans un partenariat public-privé depuis 2 mois. Nous attendons de voir ce que ça va donner, mais l'État a promis de prendre en charge 1000 patients pour les questions de cancer. Ce n'est pas encore effectif, mais c'est une promesse. Dans l'accessibilité des soins, encore faut-il savoir qu'on est malade ou qu'on ne l'est pas, et d'où l'importance du dépistage. Oui. Et on va retrouver Laurence Contarassu, qui est directeur ou directrice générale de General Electric en France et en Afrique, et qui va nous parler du diagnostic en Afrique. Alors en ce qui concerne le diagnostic en Afrique, c'est comme quand on parle d'Europe. Déjà en Afrique, il y a énormément de pays différents. Donc on va avoir tout ce qui est Afrique du Nord, avec un système de santé plus avancé, et puis l'ensemble d'autres pays africains avec des évolutions différentes. Donc déjà, améliorer le diagnostic en Afrique, c'est être en réalité avec l'organisation de la santé dans chacun des pays. Dans certains pays, comme en Afrique du Nord, on va pouvoir commencer à déployer des actions comme nous pouvons les voir en France, réfléchir à comment on va diagnostiquer de meilleure façon le cancer du sein ou tout type de cancer. Ils s'y sont prêts, nous ne pourrons pas prendre forcément les mêmes solutions, mais nous pourrons essayer de les adapter. Ensuite, dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Mali et bien d'autres, puisque moi j'ai une zone qui fait 27 pays d'Afrique, là il va vraiment falloir réfléchir beaucoup plus avec ce que l'on peut faire, parce qu'on pourrait décrire ces pays comme il y a des centres, mais pas forcément de route pour pouvoir par exemple accéder. Donc il n'y a pas que les structures, mais il y a aussi toute l'organisation qui va au centre. Donc diagnostiquer en Afrique, c'est surtout le faire en fonction des moyens et de l'organisation de chaque pays. Docteur Soulou, donc à Kinshasa, comment ça se passe dans votre hôpital, ce dépistage? Est-ce que vous arrivez à dépister de nombreux cancers et qui vient et comment ça se passe? Ah, d'accord. Alors ça, c'est une très belle question. La question d'ailleurs de dépistage, bien malheureusement, elle dépend maintenant, comme vous l'avez posé, de l'hôpital dans lequel, ou de la structure hospitalière dans laquelle on est. Mais ça ne devrait pas être celle-là. Normalement, il y a un programme national qui définit justement comment se fait le dépistage dans tout le pays. Pour l'heure, il n'y a pas encore ce programme, pour en tout cas la question de cancer. Ce qui veut dire que, comme le cancer existe de toute façon, les institutions se sont développées, ont développé des formules pour que tout un chacun puisse pouvoir dépister un cancer du col ou un cancer de la prostate ou tous les types de cancers qui sont possibles. Mais encore une fois, ça dépend de l'institution. Comme chez nous, nous avons donc le cancer du col, vous pouvez passer pour faire votre dépistage, mais ça dépend donc de vous. C'est vous qui décidez d'aller faire. Nous allons vous dire, venez chez nous. Mais normalement, l'organisation ne doit pas se faire au niveau des hôpitaux. L'organisation se fait à un niveau plus élevé, donc au niveau du ministère de la Santé. Comme ça, tout un chacun a droit et sait qu'il doit se faire vacciner. Donc ça, c'est le gros problème qu'on a. Voilà, ou dépister, comme c'est le cas en France, par exemple, pour le cancer du col de l'utérus ou bien pour effectivement le cancer de la prostate. Oui, ouais. Le cancer du col de l'utérus, nous dépistons. Vous la mammographie. Ouais. Oui, vous passez en fonction de l'âge, vous allez avoir, il y a tout un arbre de décision, mais vous passez, vous allez faire votre prélèvement, votre frottis. Vous pouvez passer, donc pour le sein, on va faire peut-être une mammo en fonction de ce que le gynécologue va trouver lorsque vous allez venir à l'examen clinique. La prostate, on va faire un toucher rectal ou on va faire aussi une PSA en fonction de l'âge. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est limité à l'hôpital et à sa stratégie propre et non à une stratégie commune au niveau d'un programme national. Mais il faut aussi souligner les actions citoyennes des entreprises et aussi des différentes ONG, des différents hôpitaux, parce que chaque année, si vous prenez par exemple Octobre Rose,
en octobre, c'est vraiment, il y a beaucoup de bon esprit, en tout cas dans les hôpitaux, dans les entreprises, pour pouvoir dépister aussi bien les membres, les cadres, les agents, et en partenariat avec des hôpitaux. Donc en tout cas, il y a une sensibilisation, il y a une idée sur ça. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit plus au niveau national. Est-ce qu'il y a des organismes internationaux qui vous aident, enfin pas vous, pas votre hôpital en particulier, mais en général pour les questions de santé dans le pays qui sont très actifs? Ah oui, les partenaires sont extrêmement actifs. D'ailleurs, pour toutes les questions, si vous prenez par exemple la vaccination, ce sont les partenaires qui Là, vous financent. parlez de quelle vaccination? Les vaccinations infantiles, par exemple. Ouais. Parce que les vaccinations, pour ce qui concerne le cancer, ce n'est pas encore d'actualité. Mais pour la vaccination infantile, ce sont les organismes et les partenaires extérieurs qui financent à près de 90%. Donc, les partenaires sont essentiels. Et d'ailleurs, dans le financement de notre santé, comme je vous l'ai dit, la majorité du financement de la santé, c'est les ménages eux-mêmes. Donc ceux qui ont besoin de la santé qui payent. Mais l'autre grande part du financement vient de l'extérieur, des partenaires extérieurs. Et la petite part, le petit tiers, si on peut appeler ça le petit tiers, la petite cote qui reste pour l'État, donc à 10%. Vous avez un pays immense. Oui. Est-ce que le service de santé de l'État est actif dans toute cette immensité ou est-ce que c'est concentré plutôt dans les grandes villes? Ah non, absolument pas. D'ailleurs, le programme national de développement sanitaire le dit. Donc ça veut dire que c'est un peu le plan qui nous permet de voir où est-ce que nous en sommes et où est-ce qu'on va. Et dans ce programme, il détermine clairement les problèmes que l'on a dans notre santé. Et ils le disent déjà dès le départ, c'est que nous avons une comment on dit encore, nous avons une couverture sanitaire qui est absolument faible au niveau du pays. Ça, c'est l'un des premiers problèmes que l'on a. Ensuite, nous avons la qualité des services de soins. Et là, ça se rapporte à la formation, je vous ai entendu parler au départ, la formation, la qualité des biens, les équipements, tout ça, ça fait partie. Vous avez aussi la faible utilisation des services de soins qui sont disponibles. Ça arrive, vous pouvez avoir par exemple la possibilité pour les femmes de venir en CPN, mais vous allez les voir, elles ne viennent pas en CPN, alors que ça existe, mais elles ne viennent pas ou elles viennent à la fin CPN, avec c'est consultation prénatale. Voilà. Donc ça, ce sont des problèmes qui existent et qui sont déjà reconnus au niveau même de la santé. Donc oui, notre couverture en termes de soins est très très faible. Et il faut absolument qu'on l'améliore. Il faut savoir qu'en RDC, on est à pratiquement un médecin pour 12 000 habitants. Oui, il y a deux choses à faire. Il y a certains pays en Afrique où il y a des références sanitaires dans chaque village. Est-ce que ça ne pourrait pas être une solution pour pouvoir justement améliorer cette couverture sanitaire Oui, tout à fait. Justement, la stratégie de notre pays est basée sur ça. Notre pays est basé justement en utilisant les zones de santé comme unité opérationnelle. Donc c'est partir de la communauté pour remonter. Et d'ailleurs, si vous voyez notre organisation, elle est passée en une pyramide, si vous voulez, à 3 niveaux. Vous avez le niveau central qui détermine la stratégie, c'est-à-dire le ministère de la Santé, en fait, qui détermine toute la stratégie. Vous avez un niveau provincial, qui est l'intermédiaire. Et vous avez le niveau opérationnel, qui est au niveau des communautés, ceux qui font de l'exécution. Et pour justement renforcer nos soins de santé, notre qualité de santé, l'idée est d'aller absolument au niveau de la médecine communautaire, d'aller au niveau des zones de santé, aller essayer de les renforcer. Mais ça demande des moyens colossaux. On a dit, la RDC, c'est immense. Je ne sais pas, la France entre, je ne sais plus si 6 fois ou je ne sais pas combien de fois entre la France. La Belgique, c'est 80 fois, elle entre dans la RDC. Alors vous imaginez, une fois, le ministre de la Santé disait, pour arriver à couvrir des soins de manière, l'ancien ministre de la Santé, il disait que pour arriver à couvrir les soins en RDC, il vous faut $50, 45 à $50 par habitant. Vous faites les calculs, si vous faites les calculs, on arrive, je suis très mauvais, c'est vertigineux, alors qu'on est à plus ou moins 100 millions d'habitants. Donc c'est compliqué, mais on y arrive, on va y arriver. De toute façon, on n'a pas le choix, mais c'est difficile.
de pouvoir financer correctement la santé pour tous actuellement. Ils y réfléchissent, mais c'est difficile. Et alors là, vous avez un hôpital de 100 lits. Oui. Quels sont les obstacles qui vous empêcheraient de, par exemple, passer à 150 ou 200 lits? C'est les... Parce que je veux dire, c'est quand même financièrement, ça doit marcher et au moins s'équilibrer. Oui. Vous avez l'État, vous avez les contributions des particuliers. Oui, oui. Alors, l'hôpital est financé à 100% par nous-mêmes, donc nous-mêmes en termes de privé. Comme je vous ai dit, on a fait un partenariat public-privé avec l'État pour permettre à ce qu'il y ait une plus grande accessibilité aux soins pour la population. Maintenant, ce qui nous empêche, en fait non, parce que je vous annonce que nous sommes sur un plan pour doubler la capacité du pays, enfin de l'hôpital. Mais on a toujours les mêmes freins, ça reste les mêmes freins. Administratifs ? Pas administratif, c'est plutôt financier. Il faut savoir que la bancarisation, c'est assez nouveau et les taux d'emprunt ne sont pas les mêmes qu'ici en Europe. Et aussi, tout le matériel que vous trouvez, vous ne le trouvez pas sur place, vous devez l'importer. Donc ça fait autant de challenges. Voilà, c'est comme le fromage, exactement. Il y a aussi peut-être comme frein le fait qu'il faut former les médecins justement à ces nouveaux appareils. Oui. Et je vous propose de retrouver Laurence Comte-Arasu qui nous parle de la formation des médecins sur les nouveaux matériels. Merci. Alors, en ce qui concerne la formation, il y a évidemment beaucoup à faire. Il faut déjà avoir des médecins, il faut aussi avoir l'ensemble du personnel soignant. Et nous avons mis par exemple une initiative avec la Société française de radiologie en France à comment on pouvait co-créer et vraiment supporter l'ensemble des pays en termes de formation. Et je pense que c'est en collaborant ensemble aussi qu'on va pouvoir les aider et puis aussi faire que l'ensemble des médecins formés puissent rester dans ces pays pour aussi former leur population et qu'ils ne viennent pas tous en France pour soigner les patients français. Et ça, je pense que c'est aussi un axe très important. Comment ça se passe, la formation dans votre hôpital avec les médecins et les personnels soignants ? Alors, je vais même répondre à ça en vous parlant d'une enquête que l'on a faite et qu'on espère pouvoir être publiée très prochainement au niveau de la revue épidémiologique de France. On a introduit, donc on est en cours de validation, en fait qui s'intéressait justement à la question de cancer. On dit qu'il faut pouvoir sensibiliser. Alors la question que l'on avait, l'enquête que l'on a faite au sein de notre hôpital était de savoir, on va sensibiliser, mais est-ce que les personnes qui doivent sensibiliser ont la bonne information? Alors nous avons fait une enquête sur 543 personnes, enfin personnel soignant, dans la ville de Kinshasa, pas que dans notre hôpital, donc on a tourné. Et il ressort de là que sur ce 543 personnels soignants, seulement 32% avaient la bonne information. Donc cela répond à votre question de savoir que clairement, il y a beaucoup à faire en termes de formation et qu'il faut pousser sur la formation continue. Nous, à l'hôpital, nous organisons des ateliers directement à l'hôpital. Nous essayons aussi de participer aux colloques au niveau du pays et internationaux. Mais il y a des difficultés parfois pour envoyer un médecin ou un personnel. Vous savez, pour le cancer, il n'y a pas que le médecin. Il y a l'infirmière, il y a le manip qu'on dit. C'est quand même assez difficile parce qu'il y a quand même des limites de visa, des limites d'accueil, des limites de financement. Voilà. Et sinon, vous, au sein de la Ligue contre le cancer, vous œuvrez également pour cette formation et cette information des personnels soignants et des personnes aussi, des habitants de la République démocratique du Congo. Oui, en fait, il y a la Ligue nationale, la LINAC, comme on dit, la Ligue nationale du Congo, enfin du cancer au Congo, c'est une ONG. C'est une organisation non gouvernementale qui fait principalement du lobbying. Ça veut dire que l'on n'a pas un pouvoir de décision, mais on va essayer de presser sur les différents appairages autour de l'État pour faire en sorte que l'État prenne des décisions concernant le cancer au pays. Et l'une des choses pour lesquelles on est très fiers, parce qu'on existe depuis des années, c'est que l'État, en 2020, donc il y a 2 ans, a dit « Ok, on va vraiment prendre la question du cancer à bras le corps ». Et donc l'État a créé une structure, donc une division, qui ne s'occupe que du cancer, qui s'appelle le Centre national de lutte contre le cancer. Donc on est content d'être arrivé à cela. Maintenant, pour ce qui sera de déterminer aussi bien
le programme de dépistage, de vaccination, pour les cancers, pour les formations, c'est ce centre-là qui devra déterminer tout un plan auquel nous tous nous serons assujettis. Vous avez parlé du nombre de médecins. Est-ce que vous avez une idée du nombre de médecins qui manquent dans votre pays? Oh ça, c'est difficile à vous dire. Je vous ai dit, c'est la référence dit que vous avez un médecin par 12 000 habitants. Ça veut dire qu'on a un gros besoin. Mais maintenant, une chose encore que je vais rajouter, c'est que le problème aussi, c'est au niveau de la répartition de ces médecins, parce que la plupart se retrouvent dans un même bassin. Oui. Alors, vous allez à Kinshasa, vous allez trouver à la capitale, vous allez trouver beaucoup de médecins. Vous allez aller dans des grandes provinces, vous allez trouver aussi des médecins, mais entre elles, vous ne trouverez pas énormément. Mais ça, allez, on va dire, c'est plus une question de vie, de qualité de vie, parce que si vous vous retrouvez à la capitale, étant donné que vous pouvez avoir une clientèle, des patients, vous pouvez mieux vous en sortir que si vous êtes dans une petite province où vous n'allez pas forcément avoir un retour pour vous permettre d'avoir une qualité de vie qui soit acceptable. En tout cas, c'est difficile, mais il faut vraiment souligner le travail que justement les médecins font au niveau des provinces. C'est vraiment des personnes qui sont, ce sont nos héros, parce que ce sont des personnes qui travaillent pour très très peu, dans des conditions difficiles. Ils peuvent opérer avec une bougie, parfois ça se fait même pas avec des fils de suture, c'est avec des fils de couture, pour vous dire que les situations dans certaines provinces, mais vous trouvez des médecins qui sont là et qui se battent. Et donc pour eux, même nous qui sommes à Kinshasa, nous faisons pression pour que l'État augmente la part qu'il remette à ces médecins. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est fait aussi bien à la capitale qu'au niveau de la province. Alors en ce qui concerne le financement de l'État que vous obtenez, est-ce que ça tient compte évidemment des différentes maladies qui frappent le pays? Il y a le paludisme, le sida, enfin toutes ces maladies que vous connaissez bien. Oui. Quelle est la hiérarchie de l'urgence pour l'État? L'État l'État a plusieurs programmes. Ils ont des programmes, ces programmes sont financés par des partenaires, comme je vous ai dit, et ça dépend un peu des partenaires et de ce que vous avez comme urgence. Nous avons le fléau le plus important, c'est lequel? Celui qui tue énormément, c'est le palu. Vous tuez beaucoup le palu. Le VIH aussi, pendant beaucoup de temps, a reçu beaucoup de subventions, mais il faut savoir que le Covid a quand même redistribué les cartes. Dès que le Covid est arrivé, en voyant la situation un peu mondiale... Ça a beaucoup frappé le Congo? Non, pas tant que ça. Parce que la population est jeune. Pas tant que ça. Ah, ça c'est un autre débat. Pourquoi est-ce que le Covid n'a pas eu les conséquences qui étaient prédites et annoncées? Alors oui, plusieurs choses peut se le dire. On peut dire que la population est jeune, on le sait. On dit que le climat est chaud, on le sait. Mais je pourrais dire aussi que on a réagi. On est quand même à la 14e épidémie d'Ebola, pour vous expliquer. Le Congo est à sa 14e épidémie d'Ebola et depuis 2018, on a connu 5 épidémies d'Ebola. Donc ça veut dire que le Congo, lorsqu'on a une épidémie, la première réaction n'est pas forcément celle de la peur et de se dire que c'est « oh mon Dieu, on va tous mourir ». Donc on n'est pas clairement dans ça parce qu'on connaît les épidémies. Ce qui veut dire que quand il y a quelque chose qui arrive, quand un mal arrive, on le voit, on le mesure et on essaie d'agir. Alors, je ne vais pas parler de l'Occident, mais ce qu'on a vu à la télé nous a paru aussi un peu démesuré dans certaines réactions. Ouais. Ne parlons pas de la Chine. Je ne veux pas parler de la Chine. Mais je veux dire, par exemple, je veux donner une polémique toute bête. Dire à un Africain que prendre un médicament contre un anti-malaria, donc je ne vais pas citer, qui est très connu ici et qui a créé une polémique ici incroyable, va les tuer et va directement l'entraîner des problèmes cardiaques à la seconde, c'est quand même fou. Nos grands-parents, nos parents n'ont pris que ça pendant des années. Et donc, à un Africain que vous venez de dire, aujourd'hui, ne prenez pas ce médicament, parce que si vous le prenez, vous allez avoir un coup et vous allez avoir un arrêt cardiaque à la seconde, on vous regarde un peu du coin de l'œil en rigolant. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas tergiversé. Parce que clairement, ce qu'on voyait, par exemple, en Italie, vous disiez qu'il fallait avoir des machines, des respirateurs
à tous les coins de rue pour pouvoir soigner. Si vous n'avez pas un respirateur, vous allez mourir avec le Covid. Sur le pays, on avait moins de 100 respirateurs. Moins de 100. Mais on s'en est mieux sorti que certains pays dans le monde. C'est pour dire qu'il y a, c'est vrai, il y a la jeunesse, il y a le climat, mais il y a autre chose aussi. Après, concernant la polémique Alors, c'est en la question, dernière question. c'était... Il nous reste Oui, mais 30 concernant juste une remarque, concernant la polémique en question, c'était aussi une question d'efficacité. C'était pas tellement uniquement les effets indésirables du dit médicament. C'est pour ça, parce qu'effectivement, on s'aperçoit maintenant qu'il y a des nouveaux traitements qui sont contre le Covid et qui sont pour les gens à risque, qui sont très efficaces. Ah, moi, je ne défends pas, moi, je suis scientifique. Moi, je suis scientifique, ce qui veut dire que je reste assez cartésien. Mais ce que je dis, que lorsqu'il y a une situation qui touche le monde, quand vous êtes devant l'inconnu, votre réaction n'est pas forcément la même lorsque vous avez le temps. Ouais. Donc, Et qu'on a l'argent aussi, qu'on a l'argent pour faire la recherche. Et que... Là, en l'occurrence, le produit ne vous coûtait rien. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour dire que lorsque vous avez le temps, on réagit différemment de lorsque vous n'avez pas le temps. Ici, j'imagine que si on entend, par exemple, une bombe éclater ici, chacun aura sa réaction. Il y en aura d'autres qui vont sauter par la fenêtre, d'autres qui vont vite sortir du studio, j'en sais rien. Mais chacun aura une réaction. Mais pour ceux qui ont déjà connu des bombes qui sont là, ces personnes seront un peu plus retenues, on va dire, dans leur manière de réagir. Et ce que je dis sur cette polémique-là, après, moi je suis tout à fait scientifique, je ne défends rien. Ce que je dis simplement, c'est que ça nous a étonnés. Ça a simplement étonné que des produits qui sont connus depuis Mathusalem puissent directement paraître comme le pire des produits qui existent au monde. C'était juste ça. Mais sinon, pour le reste, pour la question d'efficacité, je vous rejoins tout à fait. Merci beaucoup, Dr Arnold Soulou. Vous êtes directeur de l'hôpital Nganda à Kinshasa, qui est un hôpital qu'on peut dire que c'est un hôpital moderne et modèle dans le traitement du cancer dans votre immense pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Christine, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous. Merci. Merci, docteur.